Leçon F, localisation. Alors pour illustrer l'utilisation du filtre de Kalman, on va s'intéresser à la localisation de robots mobiles. Euh, Ce sont des systèmes, les robots, qui bougent dans le temps, en général en suivant une équation d'état, et pour lequel on va avoir des bruits de mesure, des états estimés. C'est une application qui illustre bien tous les concepts déjà vus dans les chapitres précédents. Alors rappel, déjà on a un système qui est décrit par des équations d'état de la forme discrète. Alors un robot, c'est pas forcément discret, on va voir comment on s'en sort. Ensuite, alors il y avait une équation d'évolution qui était linéaire, xk plus uk qui correspondait à une entrée, plus alpha k qui était un bruit de mesure supposé blanc, c'est-à-dire il n'y avait pas de corrélation entre le tirage aléatoire à l'instant k et à l'instant k plus 1. Et puis on avait une équation de mesure qui disait que yk est égal à ck fois xk, plus un bruit, à nouveau blanc, centré, qu'on avait appelé bêta k. Alors ça, c'est un système, bon, qui correspond pas forcément à un robot, mais en tout cas, on sait tout faire à partir de ça. On a une entrée UK, on a une sortie Y à l'instant K. Et alors, ce qu'on a développé, c'était le filtre de Kalman. Alors, le filtre de Kalman, je le rappelle, il a cette forme-là, je vais le mettre ici. Ce filtre, c'est un système qui va avoir plusieurs entrées. Donc déjà, dans les entrées, on va avoir UK qui va venir ici. Donc ici, il est représenté là, mais on va avoir YK, donc qui va venir aussi. Alors je le mets là. Et bien sûr, ce qui va nous intéresser, c'est de trouver cet état XK qu'on ne connaît pas, qu'on ne mesure pas. On va essayer de le retrouver à partir des entrées et des sorties. Alors, à chaque YK, UK, donc à YK, on va associer des matrices de covariance qui vont être liées à l'erreur de mesure. Donc ici, c'est ce qui correspond à gamma K. On va être obligé d'informer le fil de Kalman de l'observation CK, donc ici. On va aussi lui donner des informations sur l'évolution, donc à travers AK, qui peut lui aussi peut bouger dans le temps. Donc ce système-là va lui donner AK, va lui donner CK. Donc ça, on a besoin de l'alimenter, ce fil de Kalman. Et puis aussi, on n'a pas une égalité parfaite, on a un à peu près ou égal. Et ce à peu près ou égal, c'est représenté par ce bruit qu'on ne connaît pas. Par contre, on connaît sa matrice de covariance qui représente en fait ce qu'on entend par à peu près ou égal. Est-ce que c'est une petite erreur ou une grosse erreur? Donc ça, c'est ça qu'on va rentrer ici. Et alors le fil de Kalman va nous donner à chaque instant, par l'intermédiaire de la prédiction-correction, donc la prédiction utilise l'équation de prédiction que l'on voit ici, et la correction va utiliser la mesure YK pour affiner la connaissance que l'on a sur X de K. Mais non seulement il va être capable de donner un X chapeau de K plus 1 sachant K, mais aussi il va lui donner l'imprécision avec laquelle cette mesure est faite. Donc c'est donné par la forme de l'ellipsoïde, donc gamma K plus 1 sachant K. Donc ça c'est ce qu'on sait faire parfaitement. Par contre, un robot en général ou un système ne s'exprime pas par ces données-là. Souvent il est non linéaire, souvent le bruit est non gaussien, souvent les matrices de covariance sont mal connues. Donc il va falloir trouver des méthodes, on va dire, mais développer une intuition capable, capable pour un problème particulier d'arriver à utiliser ce filtre de Kalman pour pouvoir estimer l'état. Alors un robot, c'est pas du tout décrit par une équation discrète de ce type-là, linéaire. Alors on va partir d'un robot simple pour montrer comment ça se passe. Un robot, c'est plutôt décrit par une équation d'état de la forme x point est égal à f de x virgule u.
Ça, c'est pour l'évolution. Pour l'instant, je ne parle pas des observations. Si je parlais des observations, ça s'exprimerait sous la forme y égale g de x. Ici, on pourrait dire qu'on a un bruit bêta, ici un bruit alpha, mais pour l'instant, je vais oublier tout ça. On a actuellement juste une équation d'état qui décrit le mouvement d'un robot. Alors pour prendre un exemple simple, je vais prendre une voiture de Debin, qui est un des robots les plus simples qu'on considère souvent. Alors une voiture de Debin, je vais essayer d'en dessiner une. On a ici un triangle. Alors souvent les triangles, on les utilise pour représenter des robots. On va avoir ici les degrés de liberté de ce robot. Alors ce robot, il va avoir ici x, y, bon, je les appelle ici x1, x2, un cap que je vais appeler x3. Donc ça va être le vecteur d'état du robot et il va bouger. Et dans une voiture de Debin, on peut contrôler la vitesse de rotation. Donc celui-là, je vais l'appeler U. Dans ce cas-là, on sent bien, il va avoir une vitesse V, que je vais prendre égale à 1. Donc c'est un modèle très simple de robot. Alors, les équations d'état, c'est x.1 égale la vitesse qui vaut 1 fois le cosinus de l'angle, cos x3. Je vais avoir x.2 qui vaut v, c'est-à-dire 1, fois sinus de x3. Et enfin, la variation de cap, x.3, c'est celle-là que je contrôle, c'est u. Donc, on comprend bien ici que ça correspond à une fonction de x, virgule u, que tout ça, ça correspond à x point. Donc, je suis bien sous cette forme-là, mais j'ai quelque chose qui est complètement non linéaire. Alors, bon, la première chose à faire, avant même de parler de fil de Kalman, c'est d'être capable de le modéliser. C'est ce qu'on vient de faire. Là, on vient de trouver un modèle. On n'a pas encore parlé de bruit, mais ici, on a un modèle cinématique assez propre, mais en général, il faudrait rajouter du bruit. Pour l'instant, je ne le fais pas. Je vais juste faire une simulation. Alors, pour avoir une simulation, il y a deux méthodes classiques, je vais dire. La première méthode, c'est de remplacer le x point égale f de xu pour le faire passer dans le monde discret. Alors, la première méthode, c'est la méthode d'Euler, qui dit tout simplement que l'état à l'instant xk plus 1, c'est l'état à l'instant x de k, plus dt. Alors dt, c'est une quantité petite. Alors typiquement, je sais pas, je vais prendre 0,01 par exemple. Ça dépend de la puissance de l'ordinateur, de la précision que je veux, plus, enfin multiplié, donc multiplié par x point. Donc ça c'est une formule de Taylor à l'ordre 1. Or x point, ça correspond à f de xu. F de x, virgule u. Donc si je connais u, en général si je connais u, et si je connais x à l'instant k, je peux prédire son futur immédiat. Donc par cette formule de récurrence. Ça c'est la formule d'Euler. Alors il y en a une autre si on a besoin d'être précis, mais ce n'est pas forcément le cas en robotique, puisque de toute façon on a du bruit. On a du bruit, donc on ne cherche pas à être précis. C'est pas comme quand on cherche à simuler des satellites, où là on a des bons modèles, on n'a quasiment pas de bruit. Là vous comprenez bien qu'une voiture, il y a l'état de la route, les pneus sont-ils gonflés ou pas, on ne le sait pas trop. Donc on comprend bien que le modèle qu'on a, il est approximatif, et intégré par une méthode de Runge-Kutta, des fois ça n'a pas vraiment de sens. Alors une méthode de Runge-Kutta nous dit tout simplement que x à l'instant, alors je vais dire à l'instant, alors quand je dis à l'instant t plus dt, par exemple, c'est ce qu'on aurait pu entendre ici par k plus 1. K plus 1, ça correspond t plus dt. Donc je note comme ça. C'est égal à x à l'instant t, donc l'état à l'instant t immédiatement au futur, c'est égal à l'état présent, plus quelque chose qui dépend de dt, multiplié par une modification. Alors cette modification, là, elle va être un peu plus longue que tout à l'heure. Tout à l'heure, c'était uniquement ça. Maintenant, c'est quelque chose d'un peu plus long.
Donc, cette modification, ça va être f de x à l'instant t, u de t. Donc je commence par ça, divisé par 4, alors là je n'explique pas cette formule, plus 3 quarts, donc c'est la méthode de Runge-Kutta hein, qu'on étudie surtout dans les schémas d'intégration, x à l'instant t, alors attention je ne ferme pas cette parenthèse, euh, plus 2 tiers de dt, multiplié par f de x de t u de t. Alors là, je ferme cette parenthèse, virgule, u de t plus 2 tiers de dt. Alors là, et je ferme la grande parenthèse, voilà, qui était là. Bon, alors, c'est une formule qui est beaucoup plus précise, qu'on ne va pas forcément beaucoup utiliser, parce qu'elle est plus longue à écrire, elle n'a pas forcément de l'intérêt dans notre contexte. Alors je vais essayer de simuler ça. Je vais sous MATLAB, voilà, et puis je vais partir tank. Alors tank, c'est parce que c'est le modèle char, on l'appelle la voiture de Dobbins ou le modèle char. Donc je vais donc d'abord rentrer l'équation d'évolution en disant bon, l'état initial. Je vais prendre un état initial qui signifie que je suis à la position 0, 0, 0, avec un cap initial de 1 radian. Bon, je vais prendre un dt qui vaut par exemple 0,1. Donc là, il est petit, mais je ne l'ai pas pris trop petit pour pouvoir laisser MATLAB faire ses calculs. Et ensuite, je fais une boucle pour la simulation. For t égale 0, bon, dt jusqu'à 20, par exemple, 20 secondes. Et puis ici, ben, j'efface l'écran. Je vais mettre mes axes. Alors par exemple, je vais mettre moins 30, 30, moins 30, 30 pour pouvoir la laisser évoluer euh, avec ces échelles-là. Et puis pour qu'il n'y ait pas d'effet d'axe plus long que nécessaire, je vais mettre axis square. Voilà, donc j'efface à chaque instant, je réinitialise la scène. Je vais prendre une entrée U qui vaut par exemple 0,1. 0,1 qui va donc demander à ma voiture de tourner sur la gauche, donc dans le sens direct trigonométrique, puisque c'est positif. Et ici, je vais taper l'équation de l'air. L'ancien x, c'est le nouveau. Enfin, le nouveau, c'est l'ancien, plus dt multiplié par f de x, u. Alors, je mets des points-virgules pour pas qu'il me les affiche. Une fois que j'ai ça, je vais dessiner en faisant drawTank. drawTank, c'est une fonction donc qu'on va voir tout de suite. Je vais rentrer x et puis je vais rentrer une couleur, par exemple bleu. Alors la fonction drawTank, elle est de drawCar. Hop, la voilà. Bon, elle s'appelle peut-être pas drawTank. Ah oui, ça c'est une voiture. Bon, c'est un peu la même. C'est ce genre de fonction qui va vous dessiner vous dessiner votre char. Donc ça me dessine une voiture. Donc c'est pas forcément celui-là. Je vais plutôt appeler le drawTank. Ensuite, je vais faire un drawNow pour pas qu'il m'affiche une fois qu'il a fini tous ses dessins. Et puis, j'ai la fin de ma boucle. End. Alors, il me manque une chose, c'est que je n'ai pas défini ma fonction d'évolution f que j'ai que j'ai définie ici. Donc, ma fonction f qui est là. Alors, drawNow, je vais la définir maintenant. Je vais faire, alors ça, je le décale un peu. Je vais mettre ma fonction. Alors, je vais l'appeler x point, x dot égale f de x, virgule u. Je vais mettre x point. Alors je rappelle que c'était cos de x de 3 qui correspondait au cap, puisqu'il avait une vitesse de 1. Point virgule,
La même chose avec un sinus. Et enfin, ici, l'entrée U. Alors, si je lance ça, je lance. Alors, ligne 8, forte égale. Voilà, excusez-moi, je le relance. Hop, alors là, il y a, oui, il y a le phénomène, j'ai oublié ici, de faire un hold on pour pas qu'il fasse la réinitialisation systématique. Hold on, je le relance. Voilà, il tourne légèrement sur la gauche. Alors pour qu'il me l'affiche en grand écran directement, j'ai préparé une fonction qui s'appelle init, qui est là, qui m'affiche tout en grand écran. Donc là, euh, je vais l'appeler au début. Init. Bon, je le relance. Voilà. Donc là, il tourne légèrement sur la gauche par une méthode de l'air. Si je veux qu'il tourne vers la droite, je vais mettre au niveau de U, je vais mettre un -1. Je le lance. Il tourne sur la droite. Si je veux qu'il aille tout droit, je mets 0. Maintenant, la difficulté qui va se poser, ça va être en ce qui concerne le bruit d'état. En effet, qu'est-ce qu'il faut rajouter ici euh, au niveau du bruit, ou plutôt ici, puisque nous on est dans le monde de l'ordinateur, pour rajouter un bruit d'état. Donc on aurait tendance à prendre un alpha k qui est un bruit. Alors par exemple un bruit qui est normal, centré, avec une certaine variance, mettons gamma. Mais si je fais ça, ben, je vais me rendre compte, comme on le voit dans l'exercice du marcheur aveugle, qu'on va voir un des exercices qui est associé euh, à cette leçon, c'est lorsque dt devient très faible, alors l'influence du alpha k devient négligeable si on ne change pas un gain qu'on va mettre devant. C'est-à-dire que en gros, devant, il va falloir mettre quelque chose du type sigma, sigma alpha, par exemple, qui correspond au bruit d'état, et multiplié par la racine carrée de dt. Alors ça, c'est pas forcément très intuitif, mais on va essayer de le voir sur un exemple de pendule. Pourquoi c'est important de faire cette multiplication par racine de dt, et que si on ne le fait pas, ben, l'influence du bruit va devenir négligeable, sachant que tous les détails du calcul sont expliqués dans l'exercice du marcheur aveugle. Donc, pour illustrer ça, je vais prendre l'exemple d'un pendule. Alors, je vais prendre un simple pendule. Alors, voilà, je vais me placer là. Le pendule, il va avoir une base. Il est représenté ici. Il va avoir ici x1 qui va correspondre à la position, qui est une des variables d'état par rapport à la verticale. Et puis la vitesse angulaire, alors que je représente par la flèche qui est là, qui est x2. Donc en effet, dans le cas des systèmes mécaniques dits holonomes, le vecteur d'état, c'est les degrés de liberté et leurs dérivés. C'est-à-dire le degré de liberté ici c'est x1, la dérivée c'est x2 puisque ça correspond à une vitesse angulaire, donc à la vitesse de ce pendule. Donc les équations d'état du pendule, elles sont relativement bien connues. C'est la vitesse x.1 est égale à x2, première chose, donc normal, puisque la dérivée de la position angulaire, c'est la vitesse angulaire. Par contre, x.2, je vais prendre ici moins sinus de x1 par la gravité. Alors attention, je prends tout normalisé pour éviter de mettre la gravité, les masses, etc., les longueurs. Je mets tout à 1 pour que ce soit pour mieux me concentrer sur l'équation différentielle elle-même. Et puis ici, je vais mettre moins un petit frottement. Alors je vais par exemple mettre moins 0,1 fois x2. C'est-à-dire que plus il avance vite et plus il est freiné. D'où le moins. Donc ça a tendance à le stabiliser. Alors maintenant, je vais simuler tout ça sur MATLAB, et puis il va falloir bien sûr que je rajoute, que je discrétise. Alors pour la discrétisation,
Je vais bien sûr utiliser la méthode de l'air qui me dit que x en tant que vecteur, attention, contient x1, x2, ça va être égal plus 1, ça va être égal à x de k, plus dt fois la fonction d'évolution f de x, là il n'y a pas de u, sachant que f de x, donc ce qui est là, correspond à ce qu'il a. Et puis ici, il va falloir que je lui rajoute une constante, mettons alpha, qui sera tirée au hasard, alpha de k, qui sera tiré au hasard, mais qui sera bien sûr multiplié par la racine de dt, plus un petit coefficient, alors multiplié, excusez-moi, c'est multiplié par un coefficient qui correspond à l'écart type, donc, et qui va représenter l'incertitude que j'ai à la fois sur ma méthode de l'air, mais aussi on peut avoir du vent ou bon, tout un tas d'incertitudes qu'on va tout stocker dans ce tirage aléatoire représenté ici. Alors attention, je rappelle que la matrice de covariance associée, ce sera ça au carré. Donc c'est pour ça que la matrice de covariance Q alpha, alors qu'on avait appelé plutôt gamma alpha, ça va être égal à dt, donc parce que racine de dt fois racine de dt, multiplié par une quantité, alors ça peut être une matrice, qui correspond à l'écart type au carré. Bon. En tout cas, ce qui est important, c'est qu'ici, j'ai un dt, alors qu'ici, j'ai un racine de dt lors de la simulation. Donc on va illustrer ça tout de suite. Je vais sur MATLAB et je prends un exemple de pendule. Alors, l'exemple du pendule il est assez simple à comprendre. On a une fonction d'évolution avec, on reconnaît bien, le frottement qui est ici, l'effet de rappel lié à la gravité. Ici, j'ai une fonction de dessin de mon pendule qui affiche l'extrémité du pendule et aussi la barre elle-même. Enfin, ici, j'applique la méthode de l'air sans bruit. Pour l'instant, il n'y a pas de bruit, donc plus 0 parce qu'il n'y a pas de bruit. Je lance et voilà ce que j'ai. J'ai donc le pendule qui bouge par la méthode de l'air et bon, son amplitude tend à décroître du fait du frottement. Donc souvent le phénomène de frottement fait que qu'on utilise une méthode de Runge-Kutta ou une méthode de l'air, on obtient globalement la même chose, ce qui n'est pas le cas dans le cas des systèmes conservatifs où il y a une conservation de l'énergie. Alors, on a vu que c'était assez lent. Donc pour les simulations, c'est pas forcément très pratique. Pour que ce soit plus rapide, il va falloir que déjà ça je le sorte d'ici. Je le mets là. Donc celui-là, je le sors parce que l'affichage prend aussi beaucoup de temps. Et si je le relance, il va me faire, voilà, il m'affiche tout, il me superpose tout, ce qui n'est pas forcément très beau, mais ça va me suffire, moi, mais en tout cas, il va le calculer rapidement. Alors, maintenant, si j'essaye de rajouter un petit bruit, donc je vais par exemple mettre à 0, puis je vais rajouter un bruit. Alors, le bruit ici, j'avais vu qu'il va falloir faire, par exemple, un sigma x qui correspond à l'écart type. Alors, sigma x, que je vais mettre, par exemple, à une petite valeur 0,1. Donc, même si je commence à 0, le phénomène de bruit va me l'amplifier. Donc ici, je vais mettre sigma x multiplié par la racine de dt, donc square root de dt, multiplié par un nombre aléatoire que je vais prendre gaussien, qui a deux lignes, une colonne, parce que le vecteur d'état est de dimension 2. Alors si je fais ça, je vais pouvoir me rendre compte d'une certaine... voilà, il a évolué autour de ça avec un certain bruit. Bon, alors maintenant, je vais quitter ça, puis je vais essayer de essayer avec... alors, je vais mettre ici un peu une même simulation, juste à la filée. Donc je réinitialise l'état à 0 et je vais changer le dt. Donc le dt ici, je vais faire par exemple, je vais multiplier par 5. dt est égal à est égal à dt fois 5. Donc en l'augmentant, je ne voudrais pas que ça change de trop son comportement.
Puis ici, je vais l'afficher par exemple en rouge. Je vais peut-être diminuer ici pour gagner un peu en temps de calcul. Je vais mettre un 1. Si je lance, alors on a vu le noir puis le rouge. Alors le noir il est peut-être pas... Alors je vais le refaire. Ici je vais m'arranger pour qu'il se superpose. Voilà. Alors le noir et le rouge, bon, pas facile à se rendre compte, mais ils ont à peu près la même amplitude. Euh, alors bon, on peut le voir là, le noir, le rouge, ils ont à peu près la même amplitude. Attention, c'est à peu près. Il faudrait lancer sur plusieurs simulations. Mais si jamais ici, j'avais mis un DT et ici un DT, tout simplement, ou tout simplement si j'avais bon, si j'avais mis ça, ça n'aurait pas du tout été le cas. Alors le rouge est plus grand. Si maintenant ici, ce qu'on fait très souvent, on oublie tout simplement le DT et on met le même bruit pour tout le monde, c'est-à-dire quelque chose qui est indépendant de DT, euh, alors dans ce cas-là, il va falloir que je mette, mettons, pour que ce soit à peu près réaliste, quelque chose de bon, plus petit là, par exemple. Je le lance. Alors, on se rend compte que bon, le rouge est plus grand que le noir. En tout cas, ils ne sont pas du tout du même ordre. Dans le cas de la voiture de Deubin, on a montré que c'était un système avec une entrée U qui était décrit par une équation différentielle. On a montré comment on l'a discrétisé, comment on pouvait rajouter un bruit qui ne dépendait pas trop du pas d'échantillonnage, mais seulement on a un modèle qui est complètement non linéaire et qui ressemble pas du tout à ce que souhaite un filtre de Kalman. Donc une des méthodes qu'on va utiliser au moins dans les exercices associés à ce chapitre, ça va être on va dire, d'obtenir une certaine linéarisation, mais par changement de modèle. Alors c'est-à-dire, il va suffire de dire que j'équipe d'une boussole. Alors j'équipe d'une boussole qui me permet d'avoir x3. C'est-à-dire que x3 est maintenant, le cap est maintenant connu. En ce cas-là, et je vais renommer, je vais donc avoir un modèle de la forme x point, alors je vais obtenir x1 de k plus 1, après discrétisation égale x1 de k, plus je vais avoir la boussole que je connais, donc je vais obtenir plus cos de x de 3 fois dt. Alors c'est important le fait que je connais, on va voir tout de suite pourquoi. Et x2 de k plus 1 est égal à x2 de k plus sin de x de 3 fois dt. Et puis la dernière, j'oublie. Alors ça, on va dire que c'est pas complètement linéaire du fait du cosinus et du sinus, et pourtant ça l'est un petit peu parce que ces quantités-là sont connues, à peu près, avec un certain bruit, avec une certaine précision, je vais dire. Donc, j'obtiens, si ça je rappelle ça x, donc tout ça c'est x, j'obtiens x à l'instant k plus 1 est égal, alors je vais avoir une matrice 1 cos de x de 3 fois dt. Oui, ah ben non, excusez-moi, c'est pas tout à fait ça. Je vais avoir 1, 0, 0, 1 fois x à l'instant k, plus quelque chose, donc ici, cos de x de 3 fois dt, sin de x de 3 fois dt, et puis toutes les erreurs de boussole, etc., je les mets là-dedans. Donc plus alpha de k. Alors, bon, bien sûr, il faudrait multiplier par racine de dt, bon, peu importe. En tout cas, je me retrouve dans une structure où j'ai ici A, qui ne dépend pas de K ici, mais parfois il y a des angles, notamment des angles de l'air, euh,
qui fait que ça dépend de K. Ici, je vais avoir une quantité que je connais, que je vais appeler U de K. Et ici, tout ce que je connais pas, je le mets dans le bruit, je suppose que c'est gaussien et que c'est blanc, et j'applique le fil de Kalman. Donc, je peux au moins pour la partie évolution, donc évolution c'est cette partie-là, là, au moins pour la partie évolution, obtenir une sorte de discrétisation, et c'est souvent le cas lorsque je mesure les angles, d'où l'intérêt d'une centrale d'attitude ou d'une centrale d'inertielle, bon, qui me mesure les angles et qui me rend les choses linéaires, qui me fait une sorte de linéarisation. Une autre approche, c'est des fois on ne peut pas du tout linéariser, et ben on va essayer de linéariser les fonctions non linéaires. Donc c'est pas ce qu'on vient de faire ici. Linéariser les fonctions non linéaires, et c'est ce qu'on va appeler le Kalman étendu, mais ça on le verra dans le chapitre suivant. Donc on se débrouille pour avoir quelque chose de linéaire, pour pouvoir appliquer le fil de Kalman, la nouvelle entrée, donc qu'on appelle U, ici, qui est supposée connue, on va souvent correspond pas à une entrée de type actionneur, comme c'est le cas lorsqu'on avait besoin du contrôle. Pour le contrôle, l'entrée U correspond à des actionneurs. C'est là où le régulateur peut agir. Ici, peu importe. On va essayer de former les équations pour faire apparaître un U. Et ce U va plutôt correspondre à ce qu'on appelle des mesures proprioceptives, c'est-à-dire de nature inertielle qui appartiennent au robot. Donc proprioceptifs, c'est des capteurs qui sont dans le robot, comme une boussole, comme des accélérations, et qui ne sont pas en interaction avec l'environnement. Donc ça, c'est le proprioceptif. Maintenant, les autres qui vont être en interaction avec le Y, c'est les mesures extéroceptives, qui sont là, extéro, qui en fait vont nous donner des informations sur l'état. Pour l'instant, on ne l'a pas utilisé puisqu'on a utilisé que l'évolution. On va maintenant parler de l'observation et du lien avec l'environnement, toujours dans la problématique de localisation. Alors il y a deux, on va dire, si on a un robot qui se déplace dans un environnement, souvent on va considérer qu'il y a des amers qui sont ponctuels. Au moins dans le cas de donc les amers, il peut y en avoir plusieurs. Bon, voilà, un amer ici, un amer là. Ici, bon, ça va être l'amer, mettons, A numéro I, le AIM, et puis celui-là, ça va être par exemple, je sais pas, A5, peu importe, il y a plusieurs amers dans l'environnement. Et mon robot, soit il est capable de mesurer des angles, dans ce cas-là, on va parler d'une localisation goniométrique. Goniométrique. C'est le cas des caméras. En gros, c'est des caméras qui mesurent des angles. Et puis, il y en a d'autres qui vont plutôt effectuer des mesures de distance. C'est le cas du GPS. Bon, c'est ce qu'on appelle la multilatération. Bon, en gros, je vais mettre ici GPS. Donc, il y en a un qui va être orienté angle, angle, alors que l'autre, il va être plutôt orienté distance, bien que le GPS soit plutôt des pseudo-distances. Alors, on va commencer par parler des angles, parce que les angles vont assez bien se prêter au fil de Kalman, puisque des équations d'angle, en fait, ça se traduit souvent par des équations linéaires. En effet, le fait de voir un amer A1 me dit tout simplement, puisque je le vois, mettons mon robot le voit sur sa gauche, en fait on sait qu'il est sur cette ligne-là, en gros, et ça, puisqu'il l'a vu avec cet angle que je vais, mettons, appeler alpha i, et le fait de l'avoir vu avec alpha i me dit qu'il est sur cette droite, et ça correspond en gros à une équation linéaire. Alors je rappelle que si ici j'ai, mettons, x1 ou xy, hein, on va dire xy, peu importe ici, ou x1, x2. On va appeler x1, x2 comme tout à l'heure. x2. Hop, excusez-moi. Voilà. x2, x1. Donc ça c'est dans un repère qui est comme ça. Il perçoit avec un angle alpha i, et je vais essayer d'écrire l'équation en question. Alors, l'équation me dit tout d'abord, alors je rappelle que si deux vecteurs sont dans le même sens, leur déterminant est nul. Et c'est ça que je vais utiliser. Premièrement, il y a ce grand vecteur qui est là.
je connais les coordonnées des amers, et je vais écrire que le déterminant, c'est plus simple quand même si je l'appelle ici x et y. Allez, je vais quand même l'appeler x et y au niveau des notations. Alors le déterminant entre deux vecteurs. Le vecteur qui va relier les coordonnées de mon robot avec la mer AI, donc, et puis le deuxième vecteur qui va être lié à tous mes angles, donc qui va contenir le cap θ, que je peux mesurer par exemple par l'intermédiaire d'une boussole, et l'alpha i qui en fait est déterminé par exemple par une caméra, par des données goniométriques que je peux mesurer. Donc le déterminant entre le vecteur x, alors c'est la mer numéro i, donc c'est xi moins x. Alors celui-là, ça correspond à xi, et puis celui-là, yi. Donc ce xi, yi moins y, le déterminant entre ce vecteur et le deuxième. Alors le deuxième, c'est celui qui est formé à partir des angles θ et alpha i, donc c'est le vecteur directeur qui va être bien sûr cosinus de l'angle, sinus de l'angle. Alors de l'angle, et cet angle, c'est θ plus alpha i. θ plus alpha i, et ça, ce déterminant est égal à 0. Alors, ça c'est une équation linéaire. Alors pour bien s'en rendre compte, je vais le développer. Pour calculer le déterminant, je rappelle que je fais ça fois ça moins ça fois ça. Donc c'est ce que je fais. Donc xi moins x fois sinus de θ plus alpha i moins yi moins y multiplié par cosinus de θ plus alpha i égale 0. Alors tout ça, normalement, s'il y a une incertitude, donc c'est à peu près égal à 0, parce que j'ai une incertitude sur alpha, sur θ, sur xi, etc. Donc là, attention, je rappelle que je suis dans un contexte goniométrique et que je suis en train d'établir une équation d'observation. Alors, une fois que j'ai ça, il va falloir, je vois en effet qu'il y a une relation linéaire en x et y, donc je peux aussi l'écrire sous la forme moins sinus. Alors je suppose que j'ai une boussole, donc je connais θ, je connais alpha, multiplié par x. Alors pareil pour y, je vais avoir cos de θ plus alpha i, x, y. Alors tout ça, ça va être égal, alors je vais passer les autres de l'autre côté, ça va donc me donner ici sinus de θ plus alpha i. Alors, attendez, je vais l'écrire un peu mieux. Ici, je vais avoir sinus de θ plus alpha i fois xi, que je connais. Ici, je vais avoir moins cos de θ plus alpha i fois yi. Donc, puisque je connais tout ce monde-là, je vais l'appeler ici, avec une certaine imprécision, je vais l'appeler, mettons, yi, c'est ma mesure yi. Alors attention, je reviens à mes notations du fil de Kalman. Celui-là, ça correspond à l'instant k, mettons x à l'instant k, où je n'ai que x et y, donc c'est un vecteur aussi. Et puis ça va correspondre à ma matrice C de k. Alors, si j'ai plusieurs amers, je vais avoir, ça va correspondre simplement à une des lignes de ma matrice C. En tout cas, je me retrouve avec une équation linéaire. Toutes les incertitudes, je vais les ranger dans bêta de k.
Et ça, c'est jamais facile à savoir la matrice de covariance qu'il va falloir prendre pour bêta, sachant qu'il est bien sûr non gaussien, non blanc, mais en gros, plus c'est approximatif et plus il va falloir que j'augmente ma matrice de covariance et le réglage ne peut se faire que par simulation. Enfin, le deuxième mode de localisation qu'on va étudier dans les exercices, c'est par mesure de distance. Donc on a un robot qui va souvent posséder une boussole pour avoir des équations linéaires et il va être entouré d'amers. Alors par exemple ici un amer A, lui il va être repéré par un vecteur d'état x1, x2. Attention, le cap n'est pas dans le vecteur d'état puisque on s'est arrangé pour le mettre dans l'entrée pour avoir des équations linéaires. Et ce qu'on va mesurer, c'est comme mesure y, la distance à la mer. Donc on va avoir y, la mesure, bon, ça va être racine carrée à l'instant k, hein, je ne mets pas à l'instant k, mais donc de A1, alors A1 c'est celui-là, A1, ici je vais avoir A2, voilà, A1 moins x1 au carré, plus A2 moins x2 au carré, et puis éventuellement je peux rajouter un bruit là-dedans, plus bêta, euh, correspond à mon bruit de mesure. Alors ça c'est une équation que même avec des boussoles, on ne peut pas vraiment linéariser parce que l'information qu'on va avoir, c'est pas la mer est sur cette droite-là, contrairement au cas de la goniométrie, mais c'est tout simplement la mer est sur ce disque-là, enfin sur ce cercle-là. Et ça, c'est complètement non linéaire. Donc la seule façon qu'on a de pouvoir s'en sortir, c'est de, si on sait à peu près où on est, donc on sait qu'on est à peu près ici. La mer, on sait exactement où il est, puisque sinon ce ne serait pas un amer. Dans ce cas-là, on va pouvoir linéariser les équations et représenter ce cercle-là par une sorte de droite et obtenir quelque chose d'à peu près linéaire. Alors attention, ça c'est dangereux parce qu'il faut savoir où on est à peu près. En effet, si on se trompe, ben on va linéariser au mauvais endroit et on risque de se retrouver avec une droite qui n'a rien à voir.